Une fillette de 8 ans a soudainement placé un sac à dos violet au milieu de l'allée de la base militaire, puis a disparu. Personne ne l'a remarqué, à part un soldat. Et quand il l'ouvrit, ce qu'il trouva à l'intérieur le laissa sans souffle de choc. C'était la fin de l'après-midi à Fort Jackson. Une fine bruine balayait les arbres, imprégnant le béton usé de la base militaire. La faible lueur d'un poste de contrôle latéral se répandait sur la chaussée mouillée, projetant des halos jaunes ternes qui s'accrochaient aux traces de pneus qui s'estompaient. Le sergent Jake Morrison quitta le terrain d'entraînement, les poignets de son uniforme trempés de boue. Il s'arrêta sous l'auvent en tôle ondulée du poste de garde, prévoyant d'allumer une cigarette pour chasser la fraîcheur du soir. Mais sa main se figea en plein vol. Quelque chose d'inhabituel a attiré son attention. Une fillette d'environ 8 ans. Veste à capuche, basket sale. Son pas était rapide, mais pas pressé. Elle traversa la route détrempée et se dirigea droit vers le poste de contrôle, comme si elle savait exactement où elle allait. Sans un mot, elle déposa un petit sac à dos violet au milieu de l'allée. Puis, sans même un regard en arrière, elle se retourna et courut, disparaissant dans les arbres au-delà du parking lointain. Pas de mots. Pas d'hésitation. Un jeune soldat debout à côté de Jake ricana et fit signe de la main. Sûrement un des enfants du coin. Il jette toujours des bêtises des mouchoirs, des jouets au par ici. Mais Jake n'a pas ri. Alors que d'autres y voyaient du mal, lui voyait autre chose. Une longue traînée brun foncé marquait la sangle du sac à dos. On aurait dit du sang séché, vieux de plusieurs jours. Sans un mot, Jake s'avança et le ramassa. Le sac à dos était trempé par la pluie. Les bretelles étaient effilochées. La boue bordait les coutures. Mais ce qui le fit s'arrêter net, c'était le poids. Bien plus lourd qu'il n'y paraissait. Ni des collations, ni des livres scolaires. Quelque chose n'allait pas. Il jeta un coup d'œil vers la porte où la fille avait disparu, puis se retourna brusquement et entra dans le bureau de garde de nuit, un endroit où il pourrait ouvrir le sac à dos sans interruption. La salle d'attente était petite, éclairée par des néons froids. L'air y était raréfié, métallique. Jake posa le sac à dos sur le bureau et essuya la boue avec le coin d'un chiffon. Chaque mouvement était délibéré, sans précipitation, mais imprégné d'une urgence sourde et croissante. Il a ouvert la fermeture éclair. Le bruit ou le lent grincement des dents en métal résonnait de manière inquiétante dans la pièce silencieuse, comme une ligne tracée entre l'instinct et la réalité. À l'intérieur, pas de crayon. Pas d'emballage de bonbons. Pas de jus de fruits. Aucun signe d'enfance ordinaire. Au lieu de cela, il y avait un cahier d'école en lambeaux avec une couverture en plastique bleu déchirée. Un petit sac Ziploc contenant une bande de tissu, teintée d'un rouge foncé. Et une image dessinée à la main, au crayon de couleur. Les doigts de Jake tremblaient légèrement lorsqu'il sortit le carnet en premier. La première page était trempée, mais l'écriture irrégulière et inclinée était encore lisible. Une écriture d'enfant. On pouvait y lire. J'habite au 17. Ma mère ne va plus bien. Si vous lisez ceci, ne le lui dites surtout pas. Jake s'arrêta de respirer une seconde. Il ne s'y a pas. Ensuite, il a ouvert le sac Ziploc. À l'intérieur sans aucun doute une bande de tissu taché de marque brun rougeâtre. Il n'y avait pas d'odeur forte, mais la façon dont les traces s'étiraient et s'estompaient donnait l'impression qu'elle avait servi à essuyer du sang. Ou pire. Puis il déplia le dessin. Une femme. Allongée sur le sol. Cheveux détachés. Yeux fermés. À côté d'elle se tenait un homme beaucoup plus grand. Il tenait une poêle à frire. Il n'y avait pas de sang sur la photo. Juste des traits de crayon rouge brut et frénétique tracés tout autour du corps de la femme. Un avertissement. Le genre d'image réalisée par un enfant qui sait ce qu'est la peur. Jake resta immobile, les mains immobiles. Sa respiration ralentit. Il sut immédiatement, ce n'était pas une farce. Ce n'était pas un rêve d'enfant. C'était un signal. Un message désespéré et délibéré d'un enfant qui n'a aucun autre moyen de parler. Il referma le carnet. Remit le tout dans l'enveloppe plastique. Il la glissa dans sa poche de poitrine. Lorsqu'il se leva et regarda par la petite fenêtre, la pluie venait de cesser. La route scintillait encore. La lumière du poste de garde projetait encore une pâle lueur ambrée sur le béton glissant. Mais la fille était partie. Il ne restait que la route déserte. Seul le vent caressait les arbres. Jake sortit son téléphone.
Il ouvrit la carte de base interne. Ses doigts bougeaient rapidement. Maison 17. Il se trouvait à l'extrémité sud de la base. Bloc E. Logement temporaire pour les vétérans libérés du service actif. Cette partie de la base n'était pas équipée de caméras de surveillance. Pas de patrouille régulière, pas d'inspection programmée. Il resta un moment à la porte, sans vraiment réfléchir, écoutant plutôt l'instinct qui le brûlait. Le sentiment que quelque chose n'allait pas. Que quelque chose allait empirer. Aucun enfant ne se rendait sur une base militaire pour laisser un sac à dos comme celui-ci, à moins que ce ne soit le seul moyen qu'il connaissait pour appeler à l'aide. Et quelque part, derrière ce sac à dos violet, il y avait quelqu'un qui espérait désespérément être retrouvé. Cette conviction silencieuse et ferme, était sur le point d'ouvrir une histoire qu'il porterait pour le reste de sa vie. Jake entra dans le bureau interne sans frapper, serrant l'enveloppe plastique contre sa poitrine. Il n'enleva pas sa casquette. Il n'ôta pas sa veste. Il s'assit simplement en face du bureau du lieutenant Carter. Les néons au-dessus bourdonnaient faiblement. L'horloge murale émettait un tic-tac lent et régulier à chaque seconde. Carter, un homme d'une cinquantaine d'années aux cheveux coupés hauts et serrés et aux épaules carrées, leva à peine la tête. Il ne demanda pas pourquoi Jake était là. Il attendit simplement. Le sac à dos, commença Jake doucement. À la porte. Je ne pense pas que ce soit une farce. Carter fronça les sourcils. Il croisa les mains. Sa voix était plate, mesurée. Encore un enfant qui joue, Jake. Qu'est-ce qui te fait penser que celui-ci est différent? Jake ne répondit pas. Il sortit le carnet de sa poche de poitrine, le posa délicatement sur le bureau et le fit glisser. Lis la première page, dit Jake. Et la dernière. Il a posé le sac Ziploc à côté. Pas de préparation, pas de persuasion. Carter ouvrit le carnet. Ses yeux parcoururent l'écriture tremblante. J'habite au 17. Ma mère ne sait plus ce qu'elle fait. Si vous lisez ceci, ne le lui dites surtout pas. Ses sourcils se froncèrent. Il tourna la page vers le dessin. Ses yeux se plissèrent. On dirait, un devoir d'écriture. Ou l'imagination d'un enfant, dit Carter prudemment. Et ça? Il poussa le sac Ziploc du coude. Ça pourrait être n'importe quoi. Une tache de nourriture. De la rouille. De l'encre. Tu sais comme les réseaux sociaux explosent pour un rien, ces jours-ci. Jake garda les yeux fixés sur elle. Elle n'a pas laissé de nom, dit-il doucement. Elle a laissé une adresse. Il tapota le carnet du doigt. Ce n'est pas de l'imagination. C'est comme ça qu'un enfant appelle à l'aide. Carter expira. Il repoussa le carnet et le sac vers Jake. Sa voix se fit encore plus froide. Vous êtes sergent. Vous vous souvenez des règles. Nous ne divulguons pas d'informations non vérifiées. Nous ne contactons pas les civils. Nous ne quittons pas notre poste sans autorisation. Si quelqu'un a besoin d'aide, c'est aux autorités locales. Pas à l'armée. Jake remit l'enveloppe dans sa poche. Il ne protesta pas. La conversation était terminée. Carter s'en était assuré. Sans un mot de plus, Jake quitta le bureau. Il n'est pas retourné à la caserne. Il s'est rendu directement à l'aile médicale, où le sergent Ramirez était habituellement de service de nuit. Ramirez était en train d'enregistrer les entrées pour l'inspection sanitaire du matin lorsque Jake est entré sans frapper. « Tu as une minute ?» demanda Jake d'une voix basse, chargée d'une impression que Ramirez reconnut immédiatement, l'urgence. Ramirez leva les yeux et posa son stylo. « Si c'est toi, dit-il doucement, alors je suppose que ce n'est pas quelque chose qui peut attendre demain matin. » Jake esquissa un léger sourire. « J'ai besoin de 5 minutes. » Ramirez se tenait debout, les bras croisés, adossé à son bureau. « Quand tu dis 5 minutes, je dois me préparer un café ?» Sans un mot, Jake posa le cahier d'un élève sur le bureau, l'ouvrit à une page marquée et lui tendit un sac Ziploc. Il ne dit rien de plus. Ramirez feuilleta le contenu lentement, méthodiquement, comme s'il examinait un dossier médical. Arrivé au dessin, il marqua une pause. Ses doigts suivirent les traits flous du crayon aquarelle. « Ceci, » murmura Ramirez, a été dessiné par quelqu'un dans un état second. Les mains tremblaient, peut-être à cause du froid ou de la peur. Jake resta silencieux, observant attentivement le visage de Ramirez.
Ramirez se tourna vers la dernière page du carnet où un petit bout de papier avait été glissé. Jake ne l'avait pas remarqué auparavant. Il tenait une seule mèche de longs cheveux châtain clair. Du sang séché s'y collait. Ramirez la souleva délicatement avec une pince à épiler, la tenant près de la lampe de bureau. « Jake, dit-il doucement, la plaisanterie habituelle disparue, c'est une preuve tangible. Personne n'invente une chose pareille à moins d'être vraiment désespéré. » Il hésita, puis ajouta doucement, « Elle ne se contente pas de donner des informations. Elle fait une déclaration. Sa mère est toujours en vie. Et elle veut que quelqu'un, n'importe qui, vienne la chercher. » Jake s'affala lentement sur la chaise en face de lui, les mains jointes. Sa voix était basse, assurée. « C'est dans le bloc E. Maison numéro 17. Le dernier logement au bout. Je ne sais pas si quelqu'un fait encore des contrôles de routine là-bas. » Ramirez hocha la tête. « Je suis allé dans ce quartier. La moitié des résidents sont d'anciens militaires. Certains ont des dossiers qu'on ne demande pas. Ils restent discrets. Personne ne demande. Personne ne raconte. » Jake se leva, attrapant la mèche de cheveux et le carnet. « Je dois les garder. » Ramirez ne demanda pas pourquoi. Il scella soigneusement le tout dans un sac à preuve neuf, en collant du ruban adhésif médical sur le bord. Juste avant que Jake n'atteigne la porte, Ramirez parla, d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. « Qu'est-ce que tu vas faire ?» Jake ne s'est pas retourné. « Je vais faire ce que cette petite fille pensait qu'un adulte devrait faire. » Le soir s'installa sur la caserne, dans un calme inquiétant. Les lumières du couloir brillaient faiblement, projetant de fines lignes jaunes sur le sol en béton juste assez pour guider le chemin. Pas assez pour alléger le poids qui pesait sur la poitrine d'un homme. De retour dans ses quartiers, Jake retira sa veste et l'accrocha au crochet mural. Il posa le carnet et le sac scellé de preuves sur le bureau, juste à côté d'une carte usée du bloc E. Son doigt traça le contour de la maison numéro 17, le dernier bâtiment, juste contre la clôture. Pas de caméra. Pas de lampadaire. Pas de patrouille de routine. Il n'y avait aucun nom inscrit dans le carnet. Pas de date. Juste des images fragmentées et un appel désespéré à l'aide. Le pouce de Jake effleura le bord du papier sans réfléchir. Aucune alarme ne retentissait. Aucun ordre n'était arrivé. Mais il savait que demain, il se rendrait à la maison 17. Et si son instinct lui disait vrai, des vérités longtemps enfouies allaient refaire surface. Le lendemain matin, le ciel était lourd et couvert, une fine brume s'accrochant bas au-dessus des bois de Caroline jusqu'au périmètre de la base. Devant son casier, Jake enfila son deuxième uniforme de la journée, une veste plus épaisse, un petit dictaphone, un bloc-notes vierge glissé dans la poche intérieure. Pas d'armes. Pas d'insigne. Sur le parking, Ramirez attendait déjà, assis dans un pick-up quelconque. Sur le siège passager se trouvait un sac de matériel étiqueté. Enquête sur la logistique interne base de Fort Jackson. Tout semblait officiel. Sur le papier, du moins. Jake monta sans un mot. Ramirez démarra le moteur. Aucun des deux hommes ne parla. Ils comprirent tous deux, ce qu'ils s'apprêtaient à faire n'était prévu à aucun programme. Cela ne figurait dans aucune note interne. Mais c'était la seule chose à laquelle ils avaient pensé depuis la veille. Le camion a franchi la porte latérale, suivant une vieille route fissurée en direction de la zone résidentielle des vétérans. Tout au fond se trouvait le bloc E, une rangée de maisons de plain-pied aux toits de tuiles affaissées, aux stucs écaillés et aux lignes électriques usées par le temps qui pendaient comme de vieilles toiles d'araignée. Contrairement à la base, au-delà des arbres, cet endroit semblait abandonné par le temps. Pas de plaque nominative. Pas de patrouille. Pas d'enfants dans les cours. Seul le vent effleure les canettes vides et les portes moustiquaires oubliées. Jake sortit le premier, les yeux scrutant la rangée en ruine jusqu'à ce qu'il s'arrête devant le numéro 17. Le stuc était fissuré et taché par l'eau. Les fenêtres étaient bardées de contreplaqués déformés. Dans la cour en terre battue se trouvait un vieux camion utilitaire, les pneus à plat, couverts de poussière. Sur les marches, une canette de bière vide gisait, renversée sur le flanc. À côté, une petite voiture, sans roue, abandonnée comme un indice. Ramirez frappa, ni trop fort, ni trop doucement. Le coup de quelqu'un qui est à sa place. Silence. Près d'une minute s'écoula avant que le verrou ne se referme. La porte s'ouvrit. Un homme apparut à la quarantaine, mince, cheveux courts et ébouriffés.
Son allure militaire était encore visible sous le poids du temps. Des tatouages s'étaient estompés sur ses avant-bras. Ses yeux étaient enfoncés, sa peau grisonnante, l'expression de quelqu'un qui n'avait pas dormi depuis des semaines. Il portait un vieux t-shirt, un pantalon de survêtement, pas de chaussures. Jake sourit poliment, sa voix était décontractée. Bonjour. Nous sommes au service logistique de la base vérification de routine des infrastructures. Compteur d'eau, prise principale, lignes électriques. Ça ne devrait prendre que 10 minutes. Le regard de l'homme passa de l'un à l'autre, puis revint à Jake. Son corps bloquait l'entrée. Je n'ai souscrit à aucun support technique, a-t-il déclaré sans embâche. Ce n'est pas une base militaire. Ramirez s'avança d'un demi-pas. Nous comprenons, monsieur. Mais cette zone relève de notre zone de soutien auxiliaire. Certains résidents ont été ajoutés à la liste des priorités pour les mises à jour des infrastructures. Cela ne devrait pas tarder. L'homme jeta un coup d'œil à la trousse à outils. Puis son regard se fixa sur celui de Jake. Il soutint ce regard pendant quelques instants. Son visage resta inchangé, mais le coin de sa bouche se contracta, dessinant un léger sourire. Froid. Sans vie. Je vis seul, dit-il doucement. Il n'y a rien à vérifier ici. Et il n'y a personne qui s'appelle Lily, si c'est elle que tu cherches. Le sang de Jake se glaça. Il n'avait pas prononcé son nom. Pas une seule fois. Pas ici. Pas encore. Il soutint le regard de l'homme et garda une voix ferme. Nous ne cherchons personne. Mais ses yeux se posèrent brièvement sur le t-shirt de l'homme, où une tache couleur café foncé s'étendait sur le tissu. L'homme expira brusquement et parla plus lentement. Il n'y a personne qui s'appelle Lily. Aucun enfant ne vit ici. Vous vous trompez de maison. Avant que Jake puisse répondre, un léger bruit résonna du plus profond de lui-même, quelque chose tombait sur du carrelage. Un léger cliquetis. Les yeux de Ramirez se tournèrent sur le côté juste pendant une seconde et aperçurent quelque chose à travers l'étroite ouverture de la porte. Un petit lapin en peluche gris et sale gisait sur le sol de la cuisine. Le visage contre terre. Une oreille déchirée. Sa fourrure était emmêlée. Ramirez ne dit rien. Jake serra les poings, mais il ne bougea pas. Au lieu de cela, Ramirez a sorti un stylo, a ouvert la feuille d'inspection vierge et a griffonné quelque chose de dénué de sens. Nous notons que personne n'est inscrit en assistance, dit-il calmement. Merci pour votre temps. L'homme hocha la tête une fois, l'expression toujours vide. Tu ferais mieux de ne pas revenir, murmura-t-il. Sauf si tu as un mandat. La porte s'est fermée, pas claquée, mais suffisamment fermement pour ne laisser derrière elle que le silence. Jake et Ramirez sortirent du porche. Une rafale de vent agita les feuilles sèches, apportant l'odeur humide et moisie du bois et de la poussière. Ils n'ont pas parlé jusqu'à ce que les portes du camion soient fermées. Personne n'a parlé de Lily, murmura Ramirez. Et pourtant, il l'a nié avant même que la question ne soit posée. Jake hocha la tête. Sa voix était tendue. Et le lapin en peluche. Il n'appartient pas à un homme vivant seul. Les yeux de Ramirez étaient distants. Ce n'est pas non plus une pièce décorative. Jake rouvrit le carnet. C'est alors seulement qu'il remarqua une petite esquisse, au coin inférieur d'une page. Un lapin en peluche. Une oreille déchirée. Exactement comme celui qu'il venait de voir. Ce n'était pas une coïncidence, murmura Jake. Elle a essayé de laisser une image derrière elle. Quelque chose de réel. Quelque chose qu'il ne remarquerait pas, mais que nous, si. Les yeux de Ramirez se tournèrent vers le rétroviseur. Des griffures, murmura-t-il. L'escalier de service. Le long de la porte de la cave. Des traces profondes. Le cœur de Jake se serra. Comme si quelqu'un avait essayé de l'ouvrir, de l'intérieur. Ils restèrent assis en silence tandis que le camion revenait sur la route fissurée, vers ce qui allait suivre. La petite pièce au bout du couloir sentait encore le moisi, comme une haleine fétide emprisonnée derrière le bois et la pierre. Jake ouvrit la porte en bois tordu et entra dans l'espace qui avait autrefois été son espace de travail. Il a commencé à nettoyer lentement, mécaniquement. Quand il a sorti le vieux tiroir, il l'a vu. Une boîte en plastique transparent avec une étiquette décolorée, pour Monsieur Jacques. Le couvercle était de travers, à peine accroché. À l'intérieur se trouvait une pile de papier en désordre,
des photos imprimées floues et quelques lettres inachevées. Tout était mélangé, comme si quelqu'un les avait rangées dans un accès de panique et n'avait jamais regardé en arrière. Jake les a examinés un par un. Il y avait une lettre, à moitié écrite de sa propre écriture familière. Mon amour. Aujourd'hui, j'ai enseigné à un groupe de recrues. Elles étaient bruyantes, mais je pensais sans cesse à Emily. Je me demande si elle va bien ces jours-ci. Il a arrêté de lire. Le papier portait encore l'ancien pli, les bords étaient mous à cause du temps. Entre les lettres se trouvaient des dessins au crayon, tirés du cahier d'un enfant. L'une d'elles montrait 3 personnes se tenant la main sous un ciel bleu maladroit. Les proportions sont mauvaises, les lignes tremblantes. Mais sans aucun doute celui d'Emily. Une famille. L'idée pleine d'espoir d'un enfant. Une autre photo, un camion rouge, un homme avec un chapeau tordu, une fille avec des boucles. Dans le coin, une ligne d'écriture maladroite. Pour papa. Quand papa rentrera à la maison, je le lui donnerai. Jake ne se souvenait pas d'avoir déjà reçu ça. Peut-être qu'ils n'ont jamais été envoyés. Peut-être qu'Emily les avait cachés quelque part. Et ils ont été jetés sans aucune réflexion. Il plia soigneusement les dessins, comme s'ils risquaient de s'effondrer sous le poids de tout ce qu'ils signifiaient. Cet après-midi-là, Jake a emmené Emily. Ils ont emprunté des chemins de terre en direction de la lisière de la forêt, où un lac peu profond s'étendait sous la saison sèche. Ils étaient assis ensemble sur un rocher, mangeant des sandwichs dans la douce brise. Au début, Emily jouait avec la croûte de son pain, silencieuse, distante. Mais quand il lui a posé des questions sur l'école, sa voix s'est mise à couler. Elle lui a parlé d'un camarade de classe. À propos d'un test de mathématiques. À propos du jour où elle avait dû rentrer seule à pied parce que sa mère était trop occupée à recevoir des invités. Jake a juste écouté. Il n'a pas interrompu. Il n'a pas posé de questions. Il posa simplement doucement sa main sur sa petite épaule. « Je suis désolé, dit-il doucement. Pour t'avoir laissé partir seule tout ce temps. » Emily leva les yeux, plissant les yeux à cause du soleil. Puis elle hocha la tête. Et pour la première fois depuis longtemps, elle sourit. Un vrai sourire. « À partir de maintenant, murmura Jake. Tu n'auras plus à y aller seule. » À leur retour, la maison était sombre. La porte d'entrée entr'ouverte, les lumières toujours éteintes. Rachel attendait dans le salon. Au moment où elle les vit, elle sursauta, sa voix aiguë de colère. « Où es-tu allé ? » « J'ai appelé. J'ai appelé tant de fois, pourquoi n'as-tu pas répondu ? » « Nous sommes allés nous promener, » répondit Jake d'un ton égal, en posant son sac. « Rien que nous deux. On a mangé des sandwichs. On a regardé le ciel. » Les bras de Rachel étaient étroitement croisés. Son visage était rouge de ressentiment. « Tu allais la prendre sans me le dire ? Tu agis comme si je n'étais pas sa mère. » La voix de Jake resta calme. « Je voulais juste passer du temps avec elle. » Rachel a retourné sa colère contre Emily. « Tu n'as même pas dit à ta mère où tu allais ? » Emily recula, les yeux rivés sur le sol. Jake s'avança. « Est-ce que tu tiens vraiment à elle comme ça ? Connaissez-vous son état de santé ? À propos de ses résultats à l'école ?» Rachel laissa échapper un rire amer. Elle se retourna et monta les escaliers. Chaque pas est plus fort que le précédent. Dans les jours qui ont suivi, Rachel a changé. Elle a commencé à nettoyer. Elle a lavé les sols et préparé le dîner à temps. J'ai posé à Emily des questions superficielles sur l'école. Panier repas. Mais Jake pouvait le voir. Rien de tout cela n'était réel. Ses yeux n'ont jamais vraiment rencontré ceux de sa fille. Sa voix était trop douce, trop répétée. Comme si elle lisait une pièce de théâtre. La nuit, elle est partie. Elle a dit qu'elle retrouvait des amis et qu'elle se sentait, étouffée, dans la maison. Quand elle revint, son haleine sentait légèrement le vin. Ses yeux étaient toujours bordés de rouge. Jake n'a rien dit. Mais il savait. Les deux mondes à l'intérieur de cette maison s'éloignaient de plus en plus. Un où Emily commençait à sourire à nouveau. Et une autre où sa mère disparaissait peu à peu. Le week-end est arrivé. Le ciel était propre. L'or clair. Séchage à l'air libre. Jake était assis seul dans son ancien espace de travail, le téléphone pressé contre son oreille.
Sa main tapota doucement un stylo contre le bord de la table. L'appel a finalement été passé. Oui, monsieur Thompson. Votre compte joint fonctionne normalement. Toutes les transactions sont régulières. La voix de Jake était douce. J'aimerais vérifier l'allocation militaire. Est-elle toujours versée? Oui, monsieur. Chaque mois, sans faute. Tous les dossiers sont en ordre. Mais le compte est presque vide, dit doucement Jake. Oui. Des retraits fréquents. Des versements ici et là. Souhaitez-vous une déclaration complète? Oui. Envoyez-le-moi. Pour 3 ans. Il a raccroché. La page blanche sur la table est restée intacte. La plume pleine d'encre. Mais il ne pouvait pas écrire un seul mot. Cet après-midi-là, la sonnette retentit. Emily était à l'étage en train de lire. Jake a répondu. Megan et Liz se tenaient là. Boucle châtain clair, lunettes à monture fine. L'ancien professeur d'Emily. Jacques, sourit-elle doucement. J'ai entendu dire que tu étais de retour. Elle est entrée. Au moment où Emily entendit la voix de Megan, elle courut dehors, rayonnante, la serrant fort dans ses bras. Megan a ouvert son sac. J'ai sorti des livres, de vieux cahiers, des bandes dessinées. Je les ai gardés, murmura-t-elle. Je pensais, qu'un jour, tu voudrais les récupérer. Elle caressa les cheveux d'Emily. Les yeux d'Emily s'illuminèrent. Après un moment, Jacques ramena Emily à l'étage. Seule maintenant, Megan baissa la voix. Avant, je m'inquiétais pour elle, murmura-t-elle. Mais personne n'a pu rien prouver. Elle ne s'est jamais plainte. Elle était juste, silencieuse. Jacques n'a rien dit. J'ai appelé, continua Megan. Rachel est la ligne de conseil. Mais sans preuve, personne ne pouvait rien faire. Le silence s'est prolongé. C'est une bonne fille, dit finalement Megan en se levant pour partir. Elle a juste besoin de quelqu'un qui croit en elle. Ça suffit. Jacques hocha la tête et la conduisit jusqu'à la porte. Sur les marches, Megan s'arrêta, ajustant son écharpe. Si jamais tu es confus, dit-elle doucement. Souviens-toi. Elle n'a pas besoin d'un père parfait. Elle a juste besoin de quelqu'un qui ne la quittera pas. Les mots n'étaient pas lourds. Mais ils s'enfonçaient en lui comme une pierre. Il a ouvert la porte. Elle sourit. Et si tu as besoin de quelqu'un pour lui apprendre? Je suis toujours à la vieille école. Puis elle s'éloigna. Sa silhouette se fond dans le silence. À l'intérieur, le bruit d'un crayon sur du papier se propageait doucement vers l'extérieur. Constant. Patient. C'était le son de quelque chose qu'il connaissait. Quelque chose qu'il ne pourrait plus jamais se permettre de perdre. Ce soir-là, Jacques a suggéré un dîner de famille. Rachel était d'accord. Comme si de rien n'était. Elle portait une robe couleur vin et un maquillage léger. La table était dressée, spaghettis, légumes, bougies. Une scène parfaite. Jacques a essayé. J'ai essayé de ne pas ressentir le mal que cela représentait. Cela s'est presque dissous dans la nuit, mais quand elle a levé les yeux, ses yeux portaient une étrange stabilité, bien au-delà de son âge. Ramirez jeta un rapide coup d'œil à Jake, attendant sa réaction, mais Jake ne répondit rien. Il hocha simplement la tête et s'avança. La porte en bois s'ouvrit encore un peu plus en grinçant, avec un léger grincement, comme une invitation silencieuse. Nul besoin d'effraction, pas d'ingérence, pas de force, juste la présence opportune d'une petite fille, au bon endroit, au bon moment, porteuse d'une confiance discrète que les deux soldats se sentaient instinctivement tenus de protéger. Lily recula, laissant la porte s'ouvrir complètement. Lorsque Jake et Ramirez entrèrent, ils furent immédiatement engloutis par une atmosphère épaisse, presque tangible, de l'air humide et vieilli, du bois pourri, de la poussière, des murs couverts de mousse et quelque chose d'autre, quelque chose d'anormal, comme si le temps lui-même avait été suspendu entre ces murs. L'espace était plongé dans le noir. Seul le craquement prudent de leurs pas résonnait sur le parquet déformé, tel un coup frappé à la porte d'un lieu inconnu, d'une attente. Sans perdre une seconde de plus, Jake se dirigea directement vers l'escalier menant au sous-sol, l'endroit dont ils avaient autrefois été obligés de se détourner par impuissance. Aujourd'hui, personne ne bloquait le chemin. Personne ne montait la garde. Aucune ombre ne se profilait. Mais l'air était encore froid,
lourd du poids des secrets qui n'avaient pas encore été découverts. La porte du sous-sol était toujours fermée, mais elle n'était plus verrouillée. Le vieux loquet en bois avait été poussé. Lorsque Jake la poussa doucement, elle grinça en sifflant avec lassitude, comme si même la porte elle-même était fatiguée d'attendre que quelqu'un d'assez courageux franchisse enfin la porte. Ramirez alluma sa lampe torche. Le faisceau traversa l'obscurité comme une fine lame, atterrissant sur l'escalier en bois pourri qui menait à un couloir en béton nu. Jake avançait lentement mais délibérément, sa main planant instinctivement près de sa taille, de vieilles habitudes d'entraînement gravées profondément dans ses os. Ramirez le suivait de près, la lampe de poche tremblant légèrement alors qu'elle passait sur des murs couverts de moisissures. Lily resta au rez-de-chaussée. Elle ne les suivit pas, ne dit pas un mot. Elle resta là, les regardant partir, les yeux brillants dans l'obscurité, un petit témoin confiant aux adultes. Puis, au moment où les deux hommes sont entrés dans le sous-sol, tout s'est arrêté. Plus de pas. Plus de respiration. Seulement quelque chose qui attend, immobile, silencieux, inaudible depuis bien trop longtemps. Le faisceau de la lampe de poche traversa les ombres, révélant un couloir étroit, des murs en béton nu et quelques marches délabrées qui menaient à une petite pièce carrée d'accent grave peine 10 mètres carrés. Dans le coin le plus à gauche, recroquevillé sur le côté, se trouvait Sarah. Ses poignets étaient liés par du tissu, ses cheveux emmêlés, son visage tuméfié. Elle n'était pas inconsciente, mais loin d'être lucide. Ses yeux étaient à peine ouverts, ses lèvres gercées, sa respiration si superficielle qu'elle était presque inaudible. Jake se précipita à ses côtés, vérifiant son pouls. Elle est toujours. Ramirez tomba à genoux, plia un tissu sous sa tête et pressa une compresse chauffante contre sa poitrine. Sa voix était pressante, tendue. Elle est déshydratée. Son corps est froid. Il faut la garder au chaud. Appelez les secours. Tout de suite. Jake arracha son manteau et recouvrit Sarah. Ramirez s'activa rapidement, ses mains gesticulant avec la précision acérée de l'entraînement et du pur désespoir humain. Les yeux de Jake scrutèrent la pièce à la recherche d'une couverture, de n'importe quoi, mais l'endroit était nu, glacial, dépourvu de vie. Puis un doux bruit rompit le silence. La petite fille, Lily, s'était approchée tranquillement de sa mère, s'était assise et avait enroulé ses bras autour du bras tremblant. « Je lui tiendrai la main », murmura-t-elle d'une voix tremblante, « pour qu'elle n'ait pas froid. » Ramirez se figea, juste l'espace d'un battement de cœur, sa poitrine se serrant. « Tu es là, depuis tout ce temps ?» demanda Jake, la voix plus douce, teintée d'incrédulité et de tristesse silencieuse. Lily hocha la tête. « Je me suis caché derrière le placard. J'ai attendu qu'il s'éloigne avant de sortir et d'ouvrir la porte. » Sarah ouvrit un œil où l'autre était meurtri et gonflé mais l'œil qui restait cherchait, faiblement, désespérément, une voix familière. « Lee. »« Je suis là, maman » murmura Lily, sa petite voix à peine un souffle, à peine un fil de son. Jake composa le numéro du téléphone, sa voix basse mais inébranlable. Urgence. Femme en grande détresse physique. Adresse, 17, bloc E route dégagée. Les lèvres gercées de Sarah bougèrent légèrement. Ne le laissez pas découvrir. Jake se pencha plus près, sa voix douce mais solide. Plus personne n'a à avoir peur. Lily tenait toujours le bras de sa mère tandis que le son lointain des sirènes d'ambulance s'estompait lentement dans la nuit. Elle leva les yeux. Oncle Jake ? Jake s'agenouilla et croisa le regard de Lily. Il n'y avait pas de peur dans ses yeux. Pas vraiment d'espoir non plus. Juste la douleur sourde d'un enfant qui avait besoin de savoir qu'elle n'avait rien fait de mal. Oncle Jake, murmura-t-elle d'une voix aussi fragile que le vent dans les arbres, si je n'avais pas apporté le sac à dos, est-ce que maman serait encore en vie ? Jake resta immobile. Cette question n'était pas une question de blâme. C'était un espoir fragile, qui implorait de ne pas être brisé. Il passa une main douce sur ses cheveux emmêlés et regarda profondément dans ses petits yeux remplis de larmes, un visage qui avait choisi le courage plutôt que la peur. « Tu as fait quelque chose que la plupart des adultes n'oseraient pas faire » dit doucement Jake, chaque mot soigneusement mesuré. « Si tu n'étais pas venu, si tu n'avais pas cru, ta mère n'aurait peut-être jamais eu la chance de te tenir à nouveau dans ses bras. » Lily ne pleura pas. Mais ses lèvres étaient serrées et ses yeux brillaient. Jake lui serra légèrement l'épaule. « Tu n'as pas seulement sauvé ta mère, Lily, tu nous as rappelé à tous que le silence n'est jamais la solution. » Lily hocha la tête. Il n'y avait plus rien à dire.
Elle savait maintenant que sa confiance fragile avait été justifiée depuis le début. Et Jake le savait aussi. Parfois, un petit sac à dos peut ouvrir la porte à une vie complètement différente. La salle d'urgence de l'hôpital Pinebrook brillait sous une lumière pâle et stérile au bleu-vert, douce et froide. Le genre de lumière qui reflète la fragilité ou la vie suspendue au bord du gouffre. Le moniteur cardiaque émettait des bips réguliers. Bip. 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 Chaque son ressemblait à un lien fragile, maintenant Sarah à la frontière entre conscience et sommeil. Jake se tenait juste devant la porte, serrant fermement sa casquette usée dans ses mains. Ramirez était plus loin dans le couloir, échangeant quelques mots avec une infirmière. Dans la chambre, Lily était assise près du lit, les genoux repliés, serrant sa poupée. Cette fois, elle n'était pas blottie dans un coin. Elle avait choisi de rester aux côtés de sa mère. Les yeux de Sarah étaient mi-clos. Hébétés. Faibles. Mais ouverts. Jake entra dans la pièce. Ses lèvres bougeaient faiblement. Kyle. Jake se figea. Que as-tu dit? Sarah cligna des yeux, son regard vague, dérivant entre le rêve et le souvenir. Kyle Benson, murmura-t-elle. Jake se tourna brusquement vers Ramirez, le visage d'acier. Sergent Kyle Benson. Unité logistique. Toujours en service actif. Comment connaîtrait-elle ce nom? Ramirez fronça les sourcils. Dans son état, comment? Mais Jake ne dit rien tout de suite. Une terreur lente et glaciale l'envahit. Ce n'était pas seulement un cas de violence conjugale. C'était quelque chose de plus grand, de systémique. À ce moment précis, le téléphone de Ramirez vibra. Il vérifia un message codé du poste de garde. Camion blanc. Pas de feu rouge. A quitté le bloc à 20h20 3 secondes. La vidéo de surveillance a été coupée juste au moment où il a dépassé l'intersection 9. Jake s'est immédiatement connecté au répartiteur. Ici le sergent Jake. J'ai besoin d'un accès géolocalisé pour un véhicule suspect qui vient de quitter le bloc E. Un bip aigu résonna dans son oreillette. La voix du lieutenant Carter résonna, sèche et froide. Jake, tu dépasses les bornes. Pas de mandat officiel. Pas de preuves concrètes. Et surtout, tu gaspilles des ressources militaires sur une opération qui n'a pas été autorisée. Jake serra les mâchoires. Sa prise sur le téléphone se resserra. Cette femme a failli mourir. Une petite fille a vécu dans un sous-sol pendant des jours. Et maintenant, le suspect a disparu sans laisser de traces. C'est peut-être une coïncidence. Mais si vous voulez conserver vos galons de sergent. La ligne crépitait, inachevée. La tempête venait à peine de commencer. Je vous suggère de laisser les forces de l'ordre civil gérer cela ou le reste, laissez le système décider. La ligne est coupée. Clic. Jake resta immobile quelques secondes, non pas par peur, mais parce que la situation le frappait. Lucas n'était pas seulement en fuite. Il était protégé, de l'intérieur. L'agent Ramirez revint discrètement, tenant un petit objet à la main, une clé USB noire enveloppée dans un fin sac plastique. Il l'avait trouvée dans la poche latérale du sac à dos de Lily. La petite fille avait murmuré. Maman l'a caché dans la boîte à poupées. Elle m'a dit, si je ne me réveille pas, donne-le à quelqu'un de bien. Le visage de Ramirez était grave. Jake brancha la clé USB sur l'ordinateur portable. Un seul fichier audio apparut. Un léger cliquetis. Puis une voix d'homme, grave, posée, chaque mot prononcé entre ses dents serrées. Tu ouvres la bouche, tu sais ce qui arrive aux gens qui parlent trop dans le camp. Certains disparaissent, tout simplement. Et personne ne pose de questions. Pas de papier, pas de famille qui va venir les chercher? Je ne te retiens pas ici parce que je suis en colère. Je te garde parce que tu es un rappel. Personne ne m'échappe. Et cet enfant? Comporte-toi bien et elle pourra vivre une vie normale. Non, et ces escaliers? Ils sont glissants. Tu comprends? Jake se détourna, s'appuyant contre le bureau, les yeux fermés. C'était la voix de Lucas. Et sa façon de parler comme un homme qui ne se contentait pas d'utiliser les poings, mais qui savait exploiter chaque faille du système. Ces mots n'étaient pas de la rage. Ils étaient contrôlés. Calculés. La voix de quelqu'un qui avait déjà fait ça. Nous ne pouvons plus rester silencieux, murmura Ramirez, d'une voix plate,
comme une pierre tombée dans un puits sec. Jake hocha la tête, mais son regard se porta vers le couloir, où Lily était assise, la tête appuyée sur l'accoudoir, les yeux écarquillés, sans ciller. Comme si elle essayait de mémoriser chaque son, pour ne jamais l'oublier. On a des preuves. On a une victime, dit Jake doucement, la voix crispée. Mais le méchant, il a le système de son côté. Il marqua une pause au milieu d'une phrase. Ses sourcils se froncèrent. Comme si la pensée qui lui traversait l'esprit dépassait tout ce qu'ils avaient vu jusqu'alors. Un homme comme Lucas, qui enferme Sarah dans un sous-sol, la menace, la réduit au silence, ne cherche pas seulement à contrôler une femme. Il se tourna vers Ramirez. Pourquoi se donner tant de mal? Pourquoi être si méticuleuse? Était-ce de la colère? Ou était-elle témoin de quelque chose de plus grave qu'il fallait enterrer? Ramirez hocha légèrement la tête et expira brusquement. Peut-être que Sarah en savait trop. Peut-être que Lucas n'était pas le seul à se retrouver dans des endroits où personne ne devrait aller. Jake serra les poings. Nous devons donc garder une longueur d'avance, avant qu'il n'utilise le système auquel nous faisons confiance pour tout effacer. Il regarda dans le couloir, où la lueur verte du gyrophare reflétait les cheveux bruns emmêlés de Lily. Il resserra sa prise sur la clé USB. Il n'y avait plus de retour en arrière possible. Il savait, à partir de ce moment, qu'il avait franchi la ligne. La salle de briefing interne était cachée au fond du 3e étage, au fond du pavillon des opérations. Jake y entra, toujours vêtu de son uniforme, les galons intacts sur ses épaules, mais son regard avait changé. Il ne ressemblait plus à un soldat suivant les ordres. Il ressemblait à un homme qui avait vu la vérité et qui refusait de détourner le regard. 3 personnes étaient assises de l'autre côté de la longue table de conférence, le lieutenant Carter, un juriste et un représentant de la sécurité de la base. Pas de sourire. Pas de salutation. Juste un dossier noir sur la table, portant le titre froid. Concernant l'implication non autorisée dans les affaires civiles par le sergent Jake Morrison. Jake se tenait droit, les mains à ses côtés, les yeux rivés sur Carter. Nous serons brefs, commença Carter en tapotant légèrement son stylo contre la table. Vous avez mené une enquête non autorisée. Vous avez pénétré sans autorisation sur une propriété civile. Vous avez contacté des témoins non autorisés. Vous avez téléchargé des données non vérifiées sur le réseau militaire. Jake resta silencieux au début. Puis, lentement, il sortit la clé USB de sa poche et la posa délicatement sur la table. Sur ce disque, dit-il doucement, on entend la voix d'un homme menaçant une femme retrouvée plus tard dans un état critique. Elle s'appelle Sarah. Je n'ai pas pénétré sans autorisation. J'ai sauvé une vie. Un lourd silence emplit la pièce. L'officier juridique ouvrit un autre dossier et lut à haute voix d'une voix mesurée. Le rapport de l'hôpital Pinebrook, signé par le médecin-chef, confirme que la victime, Sarah Bennett, présentait des signes de confinement prolongé, de manque d'exposition à la lumière et de malnutrition sévère. D'anciennes ecchymoses ont été constatées, poignets, genoux, côtes. Les yeux de Jake brûlaient. Elle avait déjà appelé les secours. L'appel n'avait jamais abouti. Son numéro avait été bloqué. Carter haussa les épaules. Cela pourrait être une coïncidence. Ramirez, debout juste derrière Jake, s'avança. Je suis témoin. J'ai prodigué les premiers soins à la victime. La fille s'appelle Lily. Elle peut tout raconter. Carter haussa un sourcil. Le garçon de 8 ans? La mâchoire de Jake se serra. Cet enfant de 8 ans a fait confiance à un inconnu parce que personne d'autre ne voulait l'écouter. Un autre silence. L'air devint plus lourd. La voix de Carter baissa, froide et délibérée. Le problème, c'est que, vous n'avez que des témoignages. Et la vidéo du poste de garde? Celle où la fille a laissé son sac à dos? Elle a disparu. Le disque dur a été remplacé hier lors d'une maintenance d'urgence. Personne n'aurait pu prévoir cela. Jake s'est figé. Tu reviens. Les images ont disparu, répéta Carter d'un ton neutre. Il se pencha en arrière, les yeux brillants à mi-moquerie, mi-avertissement. Ou alors quelqu'un savait exactement quoi prédire. Jake se tourna vers Ramirez. Personne ne parla. Le silence n'était pas dû à la confusion. C'était le bruit de quelque chose qui se brisait. Car ils savaient tous que si les images originales avaient existé, elles auraient tout changé. Ce sac à dos, la preuve vivante, était réel.
Il était là. Et quelqu'un l'avait effacé. Il ne s'agissait pas seulement d'une famille. Il s'agissait d'un système prêt à dissimuler sa propre corruption. Une fissure s'était formée dans la porte de la justice. Et Jake comprit, il ne pouvait plus y avoir d'erreur. Ils quittèrent la pièce en silence. Mais juste au moment où Jake entrait dans le couloir, une silhouette émergea de l'ombre, le sergent Kyle Benson. Il s'appuya nonchalamment contre le mur, les mains dans les poches, un demi-sourire sur les lèvres. « Tu as fait une bonne action, Jake », dit doucement Kyle, juste assez fort pour que sa voix résonne dans le couloir carrelé. Mais par ici, la gentillesse ne vient pas avec un grade. Jake serra plus fort sa casquette. Il ne répondit pas. Il n'en avait pas besoin. Cette seule phrase lui disait tout. Lucas n'agissait pas seul. Et Kyle? Kyle était le lien. Kyle le dépassa, laissant derrière lui une légère trace de fumée de cigarette et le bruit creux de chaussures cirées sur la pierre. Juste au moment où Jake se tournait pour partir, une autre voix appela derrière lui. Sergent Jake Morrison. Jake retourna à l'hôpital et repartit avant l'aube. Dans ses mains, le rapport détaillé des blessures de Sarah, sa déclaration préliminaire et le fichier audio du sac à dos de Lily. Il se dirigea rapidement vers le bureau de commandement, les yeux fixes tandis qu'il poussait la porte. « Monsieur, j'ai besoin d'un ordre de détention pour Lucas Brewer. » « Urgent. » L'officier de service a parcouru les dossiers et a secoué la tête. « Je comprends, mais nous n'avons pas les signatures requises. Nous avons besoin d'une autorisation. » « Les règles sont les règles, sergent. » Jake ravala sa frustration. Mais il savait que le temps reculait déjà en faveur de Lucas. À ce moment précis, un appel discret retentit de l'intérieur de l'unité. Le message ne contenait qu'une seule ligne. Elle est réveillée. Ce soir-là, la nouvelle est tombée, Lucas Brewer s'était échappé de son logement temporaire, sous prétexte de faire son rapport. Le cœur de Jake battait fort. Il courut. Alors qu'il atteignait le couloir arrière, juste au moment où la porte latérale grinçait en s'ouvrant, une femme en uniforme de haut rang en sortit. Major Emily Rhodes. Ses cheveux étaient soigneusement coiffés et la lumière du couloir reflétait l'insigne argenté sur sa poitrine. Elle ne s'embarrassa pas de politesse, elle tendit simplement à Jake une enveloppe gris pâle. À l'intérieur, le sceau rouge était encore chaud. Autorisation temporaire de poursuite civile au titre de la légitime défense situationnelle et de la protection des témoins vulnérables. Pas d'annonce officielle, pas de signature, mais parfaitement légale, à condition que tout soit bien couvert. Les yeux d'Emily fixés sur lui, sa voix basse et posée, usée par l'expérience. « Je ne veux pas être vu. Ma position ne me le permet pas. Mais si tu n'agis pas, personne d'autre ne le fera. » Jake soutint son regard un long moment, ressentant le poids de ses paroles. Plus de détours, plus d'attente d'approbation ou de rapport. Il hocha lentement la tête. « Et si je ne le fais pas venir ?» Emily répondit sèchement, sans la moindre émotion. « Alors ce permis disparaît, et tout se retourne contre toi. » Ils n'en dirent pas plus. Dans ce bref silence, un pacte tacite fut scellé ou écrit non pas à l'encre, mais en toute confiance et conscience entre deux soldats qui comprenaient que certaines batailles n'étaient enseignées dans aucun manuel, mais exigeaient néanmoins quelqu'un d'assez courageux pour les mener. Jake ne répondit pas à voix haute. Il hocha simplement la tête, puis sortit du bureau par la porte latérale, où une chaude lumière jaune se brisait à chaque pas dehors, le vent nocturne soufflait fort, réveillant des pensées qu'il ne parvenait pas à chasser, la voix sur l'enregistrement, l'avertissement d'Emily, le regard de Lily, tout cela se pressait contre son dos comme une force implacable. 2 heures plus tard, ils arrivèrent à la gare de triage abandonnée qu'Emily qualifiait autrefois d'angle mort pour toutes sortes de lois. Le vent nocturne sifflait à travers les wagons rouillés, tel le souffle d'un passé encore à enterrer. Cachée entre des rangées de pins et un mur de pierre couvert de mousse, la gare de triage n'offrait ni caméra, ni signal cellulaire fiable et aucune raison de s'y rendre, sauf pour une raison précise. Ramirez baissa ses jumelles et adressa un léger signe de tête à Jake. Le signal GPS s'arrêta à la voiture numéro 14. Le vent siffla à nouveau à travers les voitures délabrées, résonnant comme des fantômes refusant de se taire. Jake suivit la trace GPS jusqu'à la cour, où Lucas avait tenté une dernière fois de disparaître. La portière de la voiture numéro 14 était légèrement entr'ouverte. Jake s'approcha, lentement mais résolument. Lucas se retourna, un vieux pistolet serré à la main, le souffle court, le regard hagard. Mais même lui savait qu'il n'y avait plus d'issue. Jake ne sortit pas son arme.
Il resta simplement sur le seuil et croisa le regard de Lucas, autrefois son frère d'armes. « Tu n'es pas stupide, dit Jake d'une voix basse mais assurée. Tu sais que c'est la fin. Alors pourquoi ? Lucas laissa échapper un rire sec et tordu, comme s'il attendait cette question. Parce qu'elle connaissait mon secret et était sur le point de le révéler, cracha Théil. Il recula, arme à la main. Sarah n'était pas l'amour de ma vie, juste la femme que j'ai épousée après ma démobilisation, parce que j'avais besoin d'avoir l'air stable pour me réintégrer. Jake ravala la colère qui montait dans sa poitrine. Et Lily ? Qu'a-t-elle fait, cet enfant ? Lucas haussa les épaules. Elle n'était pas à moi. La seule pitié que j'ai eue envers elle a été de ne pas l'enfermer avec Sarah. Je l'ai nourrie, habillée, même si elle ne m'a jamais appelé papa. Il fit un pas en avant, les yeux étincelants d'une conviction perverse. Mon père m'a appris que la trahison est impardonnable et qu'il faut respecter les règles. Personne n'enfreint les règles et ne s'en sort vivant. Jake l'étudia en silence, puis demanda, non pas une réponse, mais pour le forcer à faire face à la vérité de son reflet déformé. Avez-vous déjà pensé que ce que vous faites est inhumain ? Cruel ? Lucas ne répondit pas immédiatement. Il détourna le visage, comme si la question était trop lourde à porter. Jake s'approcha d'un pas, la voix basse. Une femme a vécu sous la menace pendant des années, une enfant était si terrifiée qu'elle a laissé son sac à dos sur la route en guise d'appel à l'aide. Que cachais-tu pour mériter d'enterrer 2 vies pour les réduire au silence ? Lucas tremblait, son arme pointée vers le bas. Tu ne comprends pas, murmura-t-il d'une voix à peine audible. Si ça se savait un jour, je perdrais tout et les gens comme moi seraient écrasés par le système même auquel nous avons cru. Jake secoua la tête, le regard glacial. Non, Lucas. Celui qui t'a écrasé, c'est toi. L'espace d'une seconde, le vent tomba, et seuls leurs souffles restèrent. Une question sourde planait lourdement dans l'air, quelle vérité pouvait être si insupportable qu'une jeune fille doive en souffrir pendant des années ? Après cette nuit-là, Lucas fut arrêté. Jake ne retourna pas immédiatement à son unité. Avant l'aube, il était déjà de retour à l'hôpital militaire. La pièce était aussi silencieuse qu'avant, mais cette fois, aucun bip continu du moniteur cardiaque, aucune infirmière ne se précipitait. Sarah était allongée sur le côté, éveillée, les yeux embrumés mais toujours brillants de cette lueur familière. Il s'approcha. « Tu es venu, dit-elle doucement. » Jake s'assit au bord du lit, une main sur la sienne. « J'ai besoin que tu saches que tu n'es plus seul, et j'ai besoin de la vérité. » Sarah soutint son regard. Un bref silence s'écoula, puis elle hocha la tête. « Nous nous sommes rencontrés après mon départ de la base. Lucas était conseiller en sécurité. Au début, il était poli et attentionné. Après notre mariage, j'ai compris qu'il ne voulait pas d'épouse, qu'il voulait le silence. » Elle marqua une pause, inspirant avec frémissement. Une nuit, mon téléphone a sonné dans son bureau fermé à clé. Je l'ai entendu parler à un certain Carter de la nécessité de faire passer une cargaison par le portique d'approvisionnement. Je n'ai pas tout compris, mais je savais que c'était mal. Il n'a pas dit un mot quand il m'a surprise. Il a juste éteint le téléphone. Sa voix se brisa. À partir de ce jour, tout a changé. Il me contrôlait, mon téléphone, mon compte en banque. Je n'avais pas le droit de sortir sans surveillance. Un jour, j'ai envoyé un texto à un vieil ami pour lui dire bonjour, le lendemain, j'avais une côte cassée. Jake serra les poings mais resta silencieux. Il la laissa continuer. Lily n'était pas sa fille par le sang, murmura Sarah. Je l'ai eue après avoir quitté la base, de quelqu'un d'autre. Lucas m'a quand même épousé, pour utiliser Lily comme moyen de pression. J'ai essayé de m'échapper une fois, il a enfermé Lily au sous-sol pendant 6 heures parce que j'avais appelé à l'aide. Sa voix tremblait. J'ai caché un enregistrement audio dans le sac à dos de Lily, le passage où Carter dit à Lucas de tout ranger avant l'inspection de l'entrepôt. Je n'ai jamais pu l'envoyer. Je me suis fait prendre. Les yeux de Sarah étaient piqués par les larmes. Jake lui versa un verre d'eau et l'aida à boire. Lorsqu'elle fut prête, elle hocha la tête. J'en ai assez de me cacher. Le cœur de Jake battait fort. Si Sarah était réveillée, la véritable bataille ne faisait que commencer. Cette nuit-là, lui et Ramirez rassemblèrent toutes les preuves, les sauvegardes des enregistrements, les dossiers médicaux, les rapports de surveillance, les photos des blessures, les témoignages de témoins longtemps silencieux.
Une fois tout rassemblé, Jake a personnellement remis le dossier au bureau de coordination militaire. Moins de 2 heures plus tard, il était convoqué en privé par Kyle Benson, le chef des opérations. « Jake, dit Kyle d'une voix glaciale, je sais que tu penses bien faire, mais ce dossier doit rester intact. Tu comprends les conséquences, n'est-ce pas ?» Jake le regarda droit dans les yeux, impassible. « Je sais que les conséquences du silence sont bien pires. » À l'aube, l'ensemble du dossier avait été transmis directement au tribunal militaire régional, contournant ainsi tous les niveaux d'examen intermédiaires. Et, juste au moment où les premières lueurs pâles perçaient à l'horizon, les grilles du palais de justice s'ouvrirent. L'audience à huis clos a officiellement commencé. Tous les sièges étaient occupés. Étaient présents le major Rod, l'avocat militaire, des représentants médicaux et un témoin clé, le sergent Jake Morrison. Les dossiers médicaux, un enregistrement USB, le rapport écrit de Ramirez et, enfin, la déclaration de Sarah, étaient soigneusement empilés sur le banc. Lucas Brewer resta immobile. L'expression de défi qui avait autrefois déformé ses traits avait disparu. Il ne protesta pas. Il ne pleura pas. Il resta simplement assis, voûté et pâle, répétant sans cesse la même phrase, tel un homme s'accrochant au dernier bout de corde d'un monde en ruine. Je ne m'en souviens pas. Je voulais juste garder ma famille. Le juge militaire le fixa du regard. Il n'éleva pas la voix. Il n'en avait pas besoin. Lorsqu'il parlait, le poids de chaque mot emplissait la pièce d'une gravité silencieuse et suffocante. Vous dites que vous vouliez garder votre famille, dit doucement le juge, mais une famille n'est pas quelque chose que l'on garde par le contrôle et la violence. Il marqua une pause. Le silence s'éternisa, aussi dur que du verre. Une famille est faite pour être protégée, pas possédée. Tu avais tout. Une femme. Un enfant. Mais tu as choisi de les traiter comme des prisonniers, et non comme des êtres chers. Lucas baissa la tête. Il n'y avait plus rien à dire. Personne n'applaudit. Mais dans la salle, des dizaines de personnes officiers, employés, témoins silencieux exhalèrent, comme si un poids qu'ils avaient porté trop longtemps leur avait enfin été enlevé. Dans la rangée adjacente, le commandant Carter était assis, raide, vêtu de son uniforme, l'insigne argenté brillant sur sa poitrine. Il restait calme. Mais lorsque l'enregistrement celui de cette nuit-là fut diffusé dans les haut-parleurs, son regard devint vitreux. Le procureur se leva. Sa voix était nette et mesurée. Bien que M. Carter n'ait pas donné directement l'ordre, a déclaré le procureur, sa position de commandant de haut rang implique une responsabilité. Son absence de rapport, son inaction et le retard délibéré d'un examen interne ont contribué à permettre une grave violation de la déontologie militaire. La pièce était silencieuse. Après un long examen, la deuxième décision a été lue à haute voix. Le commandant Carter est par la présente suspendu de ses fonctions dans l'attente d'une enquête criminelle pour dissimulation de faute, obstruction à une enquête et négligence grave ayant entraîné de graves conséquences. Carter baissa la tête. Il ne parla pas. Mais juste avant la fin de l'audience, ses yeux se levèrent brièvement, croisant ceux de Jake, de l'autre côté de la salle. Il n'y avait aucune colère dans ce regard. Juste une reconnaissance. Dehors, dans le couloir calme, Lily était assise à côté du bougainvillier en fleurs. Une douce brise charriait quelques pétales roses sur l'ourlet de sa robe jaune pâle. Ramirez s'approcha silencieusement et s'assit à côté d'elle sans un mot. La jeune fille prit la parole la première. « Est-ce que l'oncle Jake est là ?»« Oui, » répondit doucement Ramirez. « C'est lui qui leur raconte à quel point ta mère a fait de son mieux. » Lily serra plus fort son lapin en peluche usée. Son regard se porta vers la fenêtre du 2e étage. « J'ai juste peur, » murmura-t-elle. « Et si cet homme revenait ?» Ramirez se pencha plus près, d'une voix basse et posée. « Non, » dit-il doucement. « Tu as été courageuse. Tu as apporté ce sac à dos ce jour-là. Tu as sauvé ta mère. » Dans la salle d'audience, la sentence finale résonnait clairement. Lucas Brewer, condamné à 25 ans de prison dans le système correctionnel militaire fédéral pour mauvaise conduite envers un membre de sa famille, obstruction à la justice et mise en danger de la sécurité civile. Le 3e dossier a été ouvert. Kyle Benson rétrogradé de manière déshonorante, privé de tous les avantages postérieurs au service, renvoyé de la police pour complicité de mauvaise conduite, abus d'autorité et falsification de dossiers du système. Kyle ne protesta pas. Il garda un silence pesant.
Non pas par culpabilité, mais parce que quelque chose en lui s'était éteint. Cet après-midi-là, juste avant que le palais de justice ne se vide, une annonce spéciale a été lue à haute voix à l'Assemblée. Le sergent Jake Morrison a agi en dehors des limites de la procédure, mais avec le courage, l'honneur et la conscience d'un véritable soldat. C'est sa bravoure et sa détermination inébranlable qui ont permis d'empêcher la perpétuation d'une injustice dissimulée. Avec tout le respect que je lui dois, je le félicite. Jake ne monta pas sur le podium. Il tourna simplement la tête. À travers les portes ouvertes, de l'autre côté du couloir lumineux, Lily se tenait silencieusement. Il lui fit un petit signe de tête. C'était suffisant. Alors que le jour se radoucissait et laissait place à un crépuscule doré, la chaude lumière du soleil inondait le porche du tribunal. Jake s'assit à côté de Lily, se déplaçant lentement, détachant une petite épingle de la poche de poitrine de son uniforme. Pas une médaille tape à accent grave l'œil. Il s'agit simplement d'un badge en bronze, remis uniquement à ceux qui ont accompli une mission spéciale au service de la communauté. Il le plaça doucement dans sa paume. Ceci, murmura-t-il, n'est pas réservé aux plus forts. C'est réservé à ceux qui ont réussi à sauver une famille entière, même sans porter d'armes. Les doigts de Lily se refermèrent autour du badge. Ses yeux brillaient, mais pas une seule larme ne coula. « Il ne fera plus de mal à ma mère, n'est-ce pas » demanda-t-elle doucement. Jake n'a pas répondu. Mais le regard dans ses yeux, le calme constant et inébranlable, disait tout ce qu'une promesse pouvait dire. Devant le portail du tribunal, Sarah était assise à l'ombre d'un arbre, son fauteuil roulant immobile, le regard doux. Elle les observait de loin, un homme qui avait tant perdu, une petite fille qui avait failli tout perdre. Et pour la première fois depuis des mois, ses lèvres s'incurvèrent en un sourire fragile. La brise caressa ses cheveux. Et il n'y avait plus de froid. Pas ici. Le petit parc à côté de la caserne était devenu un univers paisible. Un endroit où les tranchées avaient cédé la place à l'herbe. Où la fragilité n'était pas effacée, mais doucement adoucie par le soleil matinal. Lily était assise sur une balançoire en bois, les jambes pendantes, sa robe jaune flottant comme des ailes de libellule. Sur ses genoux reposait un carnet de croquis, dont une demi-page était déjà remplie. Un homme sans uniforme brandissait un sac à dos. Derrière lui, une petite fille serrait contre son cœur un lapin en peluche. Jake était assis sur un banc en bois à quelques pas, la lumière du soleil perçant à travers les arbres, projetant des ombres tachetées sur la casquette de baseball qu'il tenait dans ses mains. Non loin de là, Sarah s'appuyait contre un tronc d'arbre. Un épais manuel de soins infirmiers était ouvert sur ses genoux. Ses mains ne tremblaient plus. Son regard était fixe, suivant les lignes du texte, prenant des notes dans les marges. Elle se préparait à retourner à l'école. Et cette fois, elle n'avait besoin de la permission de personne pour y aller. Une douce brise agitait les feuilles. Lily leva les yeux, un léger sourire aux lèvres, tandis que la lumière du soleil perçait à travers la canopée. Jake se leva, s'approcha et s'accroupit devant elle. « Qu'est-ce que tu dessines » demanda-t-il doucement en inclinant la tête. « Je te dessine » répondit Lily d'une voix légère, comme si elle racontait un simple souvenir. « Je dessine le moment où tu as soulevé mon sac à dos ce jour-là. » Jake hocha la tête. « Pourquoi ne m'as-tu pas dessiné en uniforme » Lily marqua une pause. Elle murmura. « Parce que ce jour-là, tu étais mon héros. » De loin, Ramirez s'approcha, tenant en main 2 verres de jus d'orange. Il les tendit à Sarah et Jake avant de s'asseoir dans l'herbe sous l'arbre. « Je viens de t'inscrire au programme de bénévolat » la taquina Ramirez avec un sourire en coin. « Aider les enfants traumatisés. Pas d'armes. Pas de grade. Juste du cœur. » Jake haussa un sourcil. Avant qu'il puisse répondre, la voix de Lily l'interrompit. « Je veux y aller aussi. » Ramirez afficha un sourire plus large. « C'est grâce à toi que nous sommes tous là. » « Bien sûr que oui. » Jake se tourna vers elle, d'une voix calme mais assurée. « Si quelqu'un d'autre, comme toi, laissait un vieux sac à dos devant une voiture de patrouille, que ferais-tu » Lily ne répondit pas tout de suite. Elle descendit de la balançoire, épousseta sa robe, puis leva les yeux vers lui. Ses yeux étaient clairs, sans peur. « Je le ramasserai, dit-elle doucement. Et je te retrouverai. » Jake pressa ses lèvres l'une contre l'autre et expira lentement. Il n'avait pas besoin de dire quoi que ce soit. Tout ce qui comptait avait déjà été dit. Cet après-midi-là, ils ont couru ensemble dans le parc, non pas pour faire du sport,
mais simplement pour respirer. La joie tranquille d'être en vie. Sarah rit pour la première fois lorsque Ramirez fut entraîné dans une course par les petites mains insistantes de Lily. Jake courut quelques pas derrière, regardant les cheveux de Lily se soulever et capter la lumière dorée à chaque mèche, tel un fil lumineux, le tirant hors de l'obscurité. Pas de sirène. Pas de cris. Pas de silence. Juste des pas. Des battements de cœur. Des rires. Des semaines plus tard, dans la salle du patrimoine de la base, un nouveau coin a été inauguré. Sur le mur du fond était accroché un vieux sac à dos, la fermeture éclair était effilochée, une sangle cassée et recousue à la main. En dessous, une petite plaque de bronze. Discrète. Discrète. Mais frappante. Quand le silence devient le cri le plus fort. À côté, une photographie en noir et blanc anonyme, un soldat accroupi auprès d'une petite fille. Leurs regards se croisèrent. Le soleil matinal baignait la scène d'une douce lumière. Peut-être que dans ce monde bruyant, ce dont nous avons le plus besoin, ce ne sont pas de héros armés. Mais les gens sont assez courageux pour réagir quand quelque chose ne va pas, même si ce n'est qu'avec un regard, un signe de tête ou un sac à dos remis au bon moment. L'histoire de Jake, Sarah et Lily ne se résume pas à une question de justice. C'est une question de confiance. Du courage de briser le silence. Il s'agit de protéger ce qui est juste, quel qu'en soit le prix. Et maintenant, je vous pose la question, que pensez-vous du choix de Jake? Si c'était vous, auriez-vous agi de la même manière, même en connaissant les risques? Avez-vous déjà rencontré une Lily dans votre vie, une enfant réservée qui avait juste besoin qu'on la voie vraiment? J'aimerais vraiment connaître votre avis. Et si vous traversez une période difficile en ce moment, n'oubliez pas, vous n'êtes pas seul. Prenez soin de vous. Gardez le cœur chaud. Je suis là. Et je lis chaque mot que vous partagez. Nous nous reverrons, dans des histoires qui touchent à la partie la plus sacrée de l'être humain. Notre gentillesse.